cher professeur Aboutallah, je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier et féliciter notre professeur Khalila qui a eu l'initiative d'organiser ce séminaire avec cette réunion avec le ministère de la Jeunesse, de la Communication et de la Culture. Cette conférence vient à point nommé. Chère audience, tout protocole respecté, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, en passant par le Moyen-Âge, le vandalisme et la destruction du patrimoine culturel a été un acte, voire un comportement tantôt politique, tantôt religieux. Il a traversé les siècles et les contrées, semant désordre, désolation dans l'histoire de l'humanité, effaçant des chapitres entiers de notre héritage culturel. Il a détruit des trésors inestimables, des mosquées historiques, des temples majestueux, des hôtels et des statues sacrées, des citadelles antiques, des bibliothèques regorgeant de manuscrits rares et anciens, de précieux témoins de notre histoire humaine. Ce fléau demeure malheureusement l'un des phénomènes les plus complexes de notre époque, car il a souvent été motivé par la multiplication et l'intensité des crises humanitaires, telles des conflits armés, récemment par l'extrémisme violent et l'obscurantisme. Il est également inspiré par les tentatives d'effacer une histoire afin de réécrire une autre et la montée alarmante des rivalités religieuses fanatiques. Déjà 2 siècles auparavant, Victor Hugo disait, je cite, « La destruction des monuments du passé est le signe de la barbarie. » Cette pensée résonne encore avec force dans le monde d'aujourd'hui, où plusieurs conflits et crises humanitaires ravagent de nombreuses régions, et où les attaques délibérées et intentionnelles contre les biens culturels se multiplient dans des zones touchées par les conflits armés. C'est dans cette conjoncture géopolitique mondiale consternante et inquiétante qu'une conscience patrimoniale internationale a émergé, appelant à la nécessité de protéger les biens culturels en temps de guerre ou de crise humanitaire. Cet impératif est le résultat de la maturation progressive de la valeur universelle du patrimoine culturel, indépendamment de sa nature, de sa situation géographique ou son importance confessionnelle ou autre. Au moment où nous célébrons le 70e anniversaire de la Convention de La Haye de 1954, il est important de rappeler que cette convention est survenue au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui est la période la plus sombre du temps moderne. Il s'est donné comme finalité de préserver et de sauvegarder ce qui est de précieux dans l'histoire de l'humanité. À cet égard, je voudrais citer Mme Farida Sharif, qui est l'ancienne experte indépendante de l'ONU dans le domaine des droits culturels. Il a déclaré, je cite, « Le patrimoine culturel est important, car il fait le pont entre le passé, le présent et l'avenir. Sous l'angle des droits de l'homme, il est important non seulement en lui-même, mais aussi dans sa dimension humaine, compte tenu de ce qu'il signifie pour les individus et les communautés, pour leur identité et pour leur développement. » Fin de citation. Le monde d'aujourd'hui a hérité des trésors culturels inestimables. Cet héritage précieux qui revêt une importance cruciale pour nous et pour les générations futures témoigne de notre histoire commune et compose notre identité plurielle, notre ADN civilisationnel, et joue un rôle vital dans la promotion de la diversité et de la paix, comme l'a si bien dit M. le ministre ce matin. En effet, le patrimoine culturel ne renvoie pas seulement à des objets positifs et des manifestations de gloire dont on peut être fier. Dans certains cas, il renvoie à des horreurs commises dans le passé et à des actions témoignant du côté sombre de l'humanité dont le souvenir doit aussi être transmis aux générations suivantes. Tous les États, ainsi que tous les acteurs étatiques et institutionnels, ont la responsabilité politique, voire l'obligation juridique et morale de protéger le patrimoine culturel et de le soumettre aux générations futures, pour qu'ils puissent à leur tour l'utiliser pour contextualiser et comprendre le passé, construire un avenir meilleur, basé sur le dialogue, la coopération et les valeurs de la paix et du respect mutuel. S'agissant des atteintes au patrimoine culturel, ils peuvent se manifester sous
plusieurs formes telles que la destruction, le pillage, la dénaturalisation. Chacune de ces formes a des répercussions profondes sur la société. La destruction du patrimoine culturel est l'une des manifestations les plus répandues. En effet, les combats, les bombardements et les déplacements massifs des populations causés par les guerres, les conflits armés, les actes terroristes, les crises humanitaires, y compris en raison des catastrophes naturelles, entraînent souvent la destruction de monuments historiques ou de biens culturels. C'est le cas par exemple des deux Bouddhas qu'on a souligné professeur de Bamiyan en Afghanistan. C'est également le cas de la ville de Mossoul, lorsque plus de 28 000 livres et manuscrits rares et inestimables ont été brûlés par Daesh en 2014. Cet acte terroriste de Daesh à Mossoul a été qualifié par l'UNESCO d'une nouvelle phase dans le nettoyage culturel. Le pillage patrimonial culturel constitue l'autre manifestation fréquente lors des conflits armés, aux crises humanitaires. Des pièces archéologiques et historiques rares et précieuses ont été volées en Irak, avec l'aide de certains soldats de la coalition internationale. Enfin, troisième manifestation, c'est la falsification du patrimoine culturel, qui est une autre forme d'atteinte à notre héritage commun, qui a lieu en décontextualisant, modifiant et effaçant des symboles importants sous l'influence des forces dominantes ayant des visées politiques, idéologiques ou fanatiques. C'est par exemple le cas des tentatives visant à oblitérer l'identité arabe, islamique ou chrétienne de la ville d'Al-Quds Sharif, Jérusalem-Est, et ce en violation du droit international humanitaire. Ces actes sont condamnables par le seul fait de leur exécution. Cependant, ils prennent une dimension gravissime en temps de crise humanitaire. En effet, le monde assiste malheureusement impuissant ces derniers temps aux violations du droit humanitaire international, victime de l'intolérance, de l'aveuglement humain et des violations des engagements internationaux en la matière. Notre monde aujourd'hui est marqué par la multiplication et l'intensité des conflits et des crises humanitaires, entraînant avec eux des conséquences dévastatrices sur le patrimoine culturel. Ce dernier est malheureusement souvent pris pour cible lors des bombardements et des combats. À ce titre, je pourrais citer deux situations marquantes qui se passent devant nos yeux depuis un certain temps et parfois en direct grâce aux chaînes satellitaires et les réseaux sociaux. Il s'agit du drame de Gaza et de la guerre en Ukraine. À Gaza, de nombreux sites patrimoniaux, incluant des églises, des mosquées historiques, des musées, l'église grecque orthodoxe de Saint-Paul ou le vieux quartier de Gaza. En Ukraine, c'est des villes historiques comme Kiev, Kharkiv, Novosibirsk et Chernihiv ont subi des destructions importantes. D'ailleurs, l'UNESCO en a fait le statistique et il a énuméré 137 édifices religieux, 31 musées et 191 immeubles historiques. Face à cette hécatombe du patrimoine culturel mondial perpétré par l'homme, se pose le problème de l'effectivité du droit humanitaire international. D'où la question, où est le droit humanitaire international qui est censé protéger notre patrimoine culturel commun? L'effectivité du droit humanitaire international se pose en termes de prééminence du droit international, notamment l'obligation d'honorer les engagements souverainement pris pour protéger et sauvegarder le patrimoine culturel. Cette effectivité ne doit pas se réduire à la simple adhésion ou ratification des instruments internationaux y afférents, mais à leur traduction en dispositions législatives, lois et réglementations au niveau national, ce qui constitue l'acte suprême de reconnaissance de la primauté du droit humanitaire international sur le droit positif national. Bien plus, l'effectivité du droit humanitaire international comme celle des normes du droit international est subordonnée à sa mise en œuvre, son application, son respect en tout temps et par tous, particulièrement en temps de crise humanitaire ou de conflit armé. En outre, force est de reconnaître que la préservation et la protection du patrimoine culturel est moins un problème d'absence de normes internationales que d'une universalisation incomplète, inachevée, ce qui constitue un motif de fragilisation de cet arsenal juridique. À cet effet, la non-universalisation de ces normes internationales de protection du droit international a souvent été la cause de la non-effectivité du droit humanitaire international. Ainsi, la Convention de 1954 qui a été ratifiée dont nous célébrons 70 anniversaire,
n'a été ratifié à ce jour que par 135 pays, dont 4 ont limité sa portée par leur réserve. En d'autres termes, la Convention de 1954 n'est ratifiée que par 2 tiers de la communauté internationale, ou le tiers islam. Et pourquoi ces pays n'ont-ils pas adhéré à cette convention? D'où la pertinence et l'importance de notre réunion d'aujourd'hui. Il est une contribution aux efforts internationaux visant à renforcer l'effectivité et l'efficacité de la protection du patrimoine culturel mondial. 3 piliers fondamentaux assurent l'effectivité de la protection du patrimoine culturel, à savoir l'arsenal juridique, les normes onusiennes et les actions de l'État. L'arsenal juridique, il y a la Convention de la Haye, bien sûr, il y a la Convention qui a été complétée par ces 2 protocoles, il y a la Convention de l'UNESCO de 1972, la Déclaration également de 2003. De même, il existe des instruments régionaux, parce que ce n'est pas uniquement des organisations internationales, mais également les autres. C'est la Charte de la Renaissance culturelle africaine de 2006, c'est la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance humanitaire en Afrique de 2005, c'est la Convention arabe pour la protection du patrimoine culturel au temps de conflits armés, et la déclaration de l'OCI sur la protection du patrimoine culturel, la déclaration de l'ASEAN, de l'Asie du Sud-Est sur le patrimoine culturel adopté en 2000. Il y a la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, appelée Convention de Paris. Et enfin, la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, appelée les principes de la Valette. À côté de cet arsenal, il y a les normes onusiennes. Il y a des résolutions du Conseil de sécurité. Je me limiterai ici à citer juste 2 qui sont très importantes. C'est la résolution 23-22, 2016, particulièrement qui a exprimé la préoccupation pour l'implication croissante du groupe terroriste, notamment en zone de conflit, dans la destruction et le trafic des biens culturels. Il y a également la résolution 23, soit 47, qui déplore et condamne la destruction illégale du patrimoine culturel. À côté de la résolution du Conseil de sécurité, il y a le mandat des opérations de maintien de la paix et la formation des soldats bleus pour assurer la protection des civils, en même temps qu'ils s'assurent la protection des civils. Pour l'Assemblée générale, il y a plusieurs résolutions, mais je voudrais surtout mettre l'accent sur celle qui a été présentée par l'Arabie Saoudite et le Maroc. C'est la résolution 75 de 258, adoptée en 2021 à l'initiative du Royaume du Maroc et du Royaume d'Arabie Saoudite, qui a pour objectif de promouvoir la culture de la paix et de la tolérance pour la protection des sites religieux, notamment face à la destruction du patrimoine culturel matériel et immatériel. La Cour pénale internationale aussi a adopté des normes, et d'ailleurs dans son statut, mais également à travers sa jurisprudence lorsqu'il a condamné Ahmed Al-Faqih al-Mehdi pour crime de guerre en raison de la destruction intentionnelle des sites culturels et sanctuaires chauffés à Tombouctou. Je ne vais pas m'attarder sur l'Alliance des civilisations, je crois que l'envoyé personnel, le général de l'Alliance des civilisations, vous a déjà présenté ce qui se fait à leur niveau. Je vais parler maintenant de l'action des États. Et c'est ça ce qui nous importe aujourd'hui. Les États membres ont la responsabilité et le devoir politique, moral et historique de protéger le patrimoine culturel à travers des actions concrètes. C'est dans l'exercice de leur responsabilité, de cette responsabilité, que le Royaume du Maroc s'active sans relâche pour la préservation du patrimoine culturel mondial. Et le Maroc a ratifié toutes les conventions de l'UNESCO en matière de protection et de préservation de ce patrimoine. Et abrite régulièrement des conférences pour promouvoir cette sauvegarde. En effet, Sa Majesté le Roi Dieu VI, en sa qualité de président du comité ACOS, n'a cessé d'appeler à la préservation, par exemple, d'ACOS et Chérif et de son inviolabilité, ainsi que la sauvegarde, la dimension spirituelle cette ville. Cette position a été réaffirmée dans l'appel d'ACOS signé avec sa sainteté le pape François à Rabat le 30 mars 2019. Dans ce document solennel, Sa Majesté le Roi de la Cile et sa sainteté le pape François ont souligné que la ville sainte, terre de brassage, le centre de rayonnement des valeurs, le respect mutuel, le dialogue devrait être préservé.
en tant que patrimoine commun de l'humanité et haut lieu de coexistence pacifique pour les adeptes des trois religions. En outre, Sa Majesté le Roi a souligné dans son discours le sommet extraordinaire arabo-islamique qui s'est tenu récemment, en novembre 2023, à Riyad, et je cite, « En notre qualité de président du comité de Quds, nous sommes toujours évertués à attirer l'attention quant à la gravité de ces agissements et provocations israéliennes et leurs conséquences funestes sur la sécurité et la stabilité de la région dans son ensemble. En parallèle, nous agissons sur le terrain à travers l'agence Beit Mal Quds al-Sharif. C'est dans ce cadre que le Beit Mal Quds al-Sharif s'active à la préservation et surtout à la restauration des lieux et sites religieux et culturels palestiniens afin de préserver le caractère arabe chrétien de cette ville. Je conclurai maintenant avec, en citant, parce que nous parlons de destruction, nous parlons d'ineffectivité. Il y a deux exemples, ou trois exemples que je voudrais citer, qui expliquent l'action internationale. Il y a le site de Palmyre en Syrie, qui est un exemple de réussite majeure dans la préservation du patrimoine culturel après avoir été endommagé par Daesh. Il y a la restauration de la citadelle d'Alep en Syrie, grâce à la collaboration conjointe de l'UNESCO et l'Alliance des civilisations. Il y a la restauration du mausolée de Tombouctou au Mali, soutenu par l'Alliance des civilisations. En conclusion, à la lumière de la situation actuelle de déficit et d'effectivité du droit international humanitaire, et afin d'assurer une meilleure protection du patrimoine culturel en temps de crise humanitaire, je me hasarderai à avancer 4 propositions. Première proposition, la communauté internationale devrait s'activer à parvenir à achever l'universalisation de la Convention de 1954 et ses protocoles. 2. Les États membres doivent se doter de législation nationale efficace pour la mise en œuvre de la Convention de la Haye et de ses protocoles, afin que leurs armées, leurs polices, leurs forces de sécurité veillent en cas de conflit au respect de leurs obligations en vertu de cette Convention. 3. La communauté internationale gagnerait à adopter une approche globale, holistique et intégrée qui favorise la préservation du patrimoine culturel contre les crises humanitaires à travers la promotion du dialogue interculturel, le renforcement de la coopération internationale, la sensibilisation des populations locales sur l'importance de la préservation du patrimoine culturel et la planification des formations pour les acteurs humanitaires. 5. L'ONU, devrait établir des directives claires et précises destinées aux opérations de maintien de la paix, afin d'intégrer le patrimoine culturel dans leur mission, y compris des protocoles de protection, la documentation et la prévention du dommage du patrimoine culturel. La communauté locale devrait être impliquée, associée dans cette opération. Enfin, l'intelligence artificielle devant être exploitée pour surveiller les sites culturels en temps réel. Il peut utiliser les données historiques pour élaborer des plans futurs de prévention des risques, notamment en repérant les anomalies et en prévenant les dommages. Il peut contribuer à la préservation de l'histoire et sa transmission aux générations futures à travers la documentation des données et la génération des sites naturels. Je vous remercie. Merci.